Il est 11 heures, nous pouvons donc commencer. Alors bonjour et bienvenue à tous pour suivre ce webinaire qui a pour thématique le Data Driven Marketing pour savoir comment mieux exploiter les données clients, cibler vos campagnes marketing et améliorer la relation client. Alors, avant de commencer, nous allons nous présenter. Je suis Sylvana, responsable marketing chez Midral. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Kylian Thiel de Nime qui va se présenter. Hello Kylian, can you say a few words? Hello, and thank you very much for the introduction and for the opportunity to join you on this webinar today. Welcome everyone, also from my side. I'm Kylian Thiel, I'm responsible for the partnerships in EMEA here at Nime. And I'm happy to answer any Nime-related questions. So if you have any questions, feel free to use the chat or the Q&A section. I will be in the webinar over the whole course. So if you have any questions, just feel free to ask. And with that, back to Sylvana and Blondine. Thank you. Thank you, Kylian. Blondine, je te laisse te présenter à ton tour. Oui, bonjour à tous, Blondine Pello. Donc, je suis avant-vente expert services Midral. J'ai un background data science et customer intelligence, beaucoup travaillé avec les directions marketing sur comment apporter de la valeur à leur campagne grâce à la donnée et à l'approche customer centrique. Merci Blandine. Alors, voici comment va se dérouler ce webinaire. Donc, l'agenda que nous allons suivre va durer une trentaine de minutes. On vous présentera succinctement Midral et Nime et Tableau. Et nous verrons plus en détail avec la démo comment notre approche permet de répondre aux problématiques. Donc, n'hésitez pas à formuler vos questions tout le long du webinaire en français et en anglais également pour Kylian qui aura le plaisir de vous répondre dans l'espace chat qui se trouve à droite de votre interface. Et nous pourrons y répondre à la fin de cette session. Alors, j'en profite pour vous présenter notre nouvelle identité visuelle. Donc, on a un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, une mascotte qui s'appelle Sacha, le petit tigre là que vous voyez, et d'autres évolutions à venir. Merci. Donc, alors Midral, qui sommes-nous? Pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par le cycle de valorisation de la donnée? Alors, l'idée est de partir d'une question métier, d'une stratégie business. Et pour y répondre, la mission de Midral est de vous aider à comprendre et à visualiser vos données, qui sont chaque jour, bien sûr, de plus en plus volumineuses. Alors, comment ça se passe? Pour cela, il faut remonter cette chaîne de ce cycle de valorisation en allant chercher la donnée dans différentes sources pour ensuite la préparer, la nettoyer, l'enrichir et pour la restituer sous la forme, je dirais la plus adaptée selon vos besoins, soit sous la forme d'un tableau de bord, d'un dashboard ou d'un data journal d'entreprise pour scénariser vos données. C'est notre spécialité, justement. Alors, en tant que pure player, Midral, son cœur de métier est de vous accompagner sur tous les segments de ce scope que je viens de vous présenter, de vous conseiller et de vous aider par la mise en place de vos projets. On a également un centre de formation qui s'appelle la Midral Data Academy, qui vous aide à monter en compétences sur les outils avec lesquels nous sommes partenaires. Et cela nous permet d'agir en fait sur l'ensemble du cycle de valorisation pour créer des analyses, du reporting ou bien les data journaux. Alors, parmi nos clients, nous comptons des acteurs de la banque, de différents secteurs, des acteurs en fait de tous secteurs confondus et des entreprises de toute taille. Alors, on va passer à notre écosystème Data Analytics. Alors, justement, ici, Nime est une composante de cet écosystème. C'est une solution complète pour créer vos données, les collecter, les extraire, les préparer et enfin les modéliser. Il est aussi possible de faire du prédictif avec Nime. On peut y connecter tout type de données, du type base de données. On peut y intégrer également du code R ou bien Python.
Donc, c'est une solution innovante, simple d'utilisation et ce qui simplifie tous vos processus analytiques. Alors, voici la présentation de Nime. Vous avez différentes étapes au niveau de la plateforme, hein, comme la transformation des données qui permet de répondre aux besoins métiers. Donc, il y a également une phase d'analyse et l'étape de visualisation. Vos données modélisées pourront être, par exemple, restituées avec un outil de data vis Tableau. Et en ce qui concerne la partie serveur, ça permet d'industrialiser, d'automatiser vos tâches et de collaborer. Donc, la transition est toute faite pour présenter également Tableau. Alors, c'est une solution d'analyse de données très répandue sur le marché français, accès aussi métier. C'est une solution qui permet d'explorer et de répondre à vos questions business. Donc là, vous avez deux exemples de data journaux, un tableau de bord. Le premier est axé sur la connaissance client. Et vous avez donc un data journal, le deuxième, qui part de l'onboarding, donc du parcours recrutement. Donc, vous voyez, ce sont des infographies qui peuvent s'avérer être très efficaces pour une prise de décision plutôt rapide. Alors, donc on parle ici d'une approche data-driven marketing. Donc, c'est un levier efficace pour booster le ROI, hein, comme vous le savez. C'est une approche axée sur l'individu. Le data-driven marketing est de plus en plus plébiscité. C'est une opportunité très intéressante pour optimiser vos campagnes, pour générer plus de revenus. Ça vous permet d'extraire des informations clés hein, qui se traduisent en insight. Voilà, c'est une prise de décision efficace et une meilleure connaissance client pour monétiser vos données. Et donc, la data, voilà, c'est vraiment une mine d'or pour optimiser le ciblage et vos campagnes cross-canal. Donc, Blandine nous présentera cela avec un cas d'usage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Blandine? Oui, merci Sylvana. Alors, je vous propose effectivement maintenant d'aborder le cas d'une agence que l'on a appelée ici Krager. Elle est directement inspirée d'un de nos clients. Il s'agit en fait d'une agence de communication B2B qui intervient dans le secteur du luxe et qui propose à tout type de clients des campagnes dans le secteur du digital, de l'événementiel, du design, du marketing plus traditionnel et du print. Alors, on le voit ici un peu plus détaillé. La carte des services proposés par l'agence Krager, elle est très fournie. On va retrouver les classiques du digital, les retargeting, remarketing, les médias sociaux, etc. Le référencement aussi, payant et naturel. Et puis, dans le plus traditionnel marketing, les sondages, les lead generation et nurturing. Au niveau du design, donc l'identité visuelle, etc. Les événements, au niveau de l'événementiel, des événements sur site et aussi en virtuel. Et pour les prints, donc les classiques papier, catalogue, les kakémonos et compagnie. Donc, vous voyez ici que la combinaison de toutes ces actions qui sont toutes diversifiées, ça rend la vue d'ensemble un peu compliquée et les performances difficiles à mesurer. Donc, Krager est leader sur son marché, mais se doute bien qu'il y a beaucoup de concurrence à côté et souhaiterait rester donc en sa place de top leader. Et pour cela, il y a nécessité pour eux de disposer d'une vision 360 de toutes les campagnes marketing qu'ils réalisent pour leurs clients, ne serait-ce aussi que pour restituer auprès de leurs clients les résultats de leur campagne. Et donc pour ça, ils ont décidé de déployer un outil de pilotage. Donc on a commencé avec eux à déterminer les KPI qui étaient intéressants dans le cadre de leur métier. Et puis, on a créé un tableau de bord dynamique qui leur donne les données en temps réel et qui leur permet de maîtriser de bout en bout leurs actions marketing.
Alors, les étapes, on a commencé effectivement une première étape avec NIME pour accéder à la donnée, pour la nettoyer, la préparer. Une fois que ça a été fait, on a pu utiliser ces données toutes propres au niveau de tableau, donc au niveau de tableau desktop pour concevoir les graphiques et les tableaux de bord. Ces tableaux de bord qui ont pu ensuite être utilisés en mode exploration quand on voulait aller un peu plus loin pour chercher un peu plus d'informations ou simplement consommer directement les data journaux qui étaient ou tableaux de bord réalisés en mode viewer. Alors, les fondations de ce tableau de bord, effectivement, la première étape était de trouver les KPI, des KPI intéressants, et ceux qui ont été retenus ont été des KPI concernant les nombres de sessions de sessions online. Et plus que le nombre de sessions, on s'est aussi intéressé au nombre de visiteurs derrière, et au nombre aussi de visiteurs récurrents, des visiteurs qu'on connaissait déjà et qui éventuellement s'étaient déjà enregistrés, et les nouveaux visiteurs eux-mêmes. Donc ça, ce sont des informations que l'on a pu récupérer du parcours online donc sur Internet, et on s'est également intéressé à 3 autres KPI que sont sur les leads, donc pour savoir comment à partir du moment où on a déclaré un lead, comment qu'ils évoluent en lead qualifié et ensuite en lead converti. Et ces informations-là, c'est au niveau du CRM qu'on a pu les récupérer. Maintenant, les différents axes d'analyse qu'on a choisis pour ce tableau de bord, ça a été tout d'abord la provenance des visiteurs. C'est quelque chose de très important parce qu'il y a énormément de travail derrière pour faire venir ces visiteurs, donc de où ils viennent, quelle est la page qu'ils ont visitée juste avant d'arriver sur les sites. Et puis ensuite, on a rapproché ces visiteurs aux canaux d'acquisition, au type de campagne qu'on a effectué pour essayer de les faire venir, et les actions qui ont mené à des leads. Ensuite, en dernier lieu, donc on a fait le dernier axe, c'est l'analyse globale du chiffre d'affaires par type de campagne, par pays. Alors, je vais tout de suite vous montrer concrètement au niveau de NIME et de tableau ce que ça donne. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, voici donc l'interface NIME avec son espace de travail sur lequel on va venir déposer un certain nombre de ce que l'on appelle des nœuds. Et ces nœuds, on va pouvoir les trouver dans le référentiel juste à gauche. Vous voyez qu'ils sont classés par type. Donc, par exemple, si ce sont des nœuds qui permettent de manipuler la donnée ou d'accéder à la donnée, vous allez pouvoir les retrouver ici, de même que par une zone de recherche. Donc, en ce qui nous concerne, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit de récupérer de la donnée client. Et cette donnée, elle se trouve au sein du département marketing, dans le CRM, mais également à l'extérieur, un petit peu partout sur le net, là où le client il est allé. Donc, une partie des informations qui nous intéressent, on l'a vu, le nombre de sessions, le nombre de visiteurs, on va les retrouver, on va pouvoir les récupérer par Google Analytics. Donc, c'est ce que vous voyez dans la partie supérieure. NIME va permettre, avec des nœuds qui sont déjà prévus à cet effet, de récupérer ces informations. Il va juste falloir paramétrer ces nœuds. Donc, on le voit par exemple ici, on a paramétré le nœud pour récupérer le nombre de sessions, le nombre de visiteurs et de nouveaux visiteurs. Il y a également le taux de rebond, le nombre de pages vues, etc. Tout ça est facilement récupérable. Également, donc on l'a vu, on souhaite récupérer des informations du CRM et ça va se faire par l'intermédiaire d'un fichier JSON. Donc, il y a un nœud qui est prévu pour lire ces fichiers. Et de même, on va pouvoir lire des fichiers plats, comme par exemple les enquêtes clients.
Donc, je n'ai pas détaillé la partie qu'on voit ici, ce sont des petits containers qui, je vais en ouvrir un rapidement sans le détailler, qui donc permettent ici de préparer la donnée, de la manipuler, de la nettoyer. Et en fait, toutes ces informations, toutes ces sources de données, on va pouvoir les réunir en une seule, les concaténer pour donner un seul et même fichier qui, ici, on l'a choisi, est un mode Hyper. Ce mode Hyper, facilement utilisable dans Tableau. Donc, on va basculer maintenant au niveau de Tableau. Sur le data journal qu'on a réalisé. Alors, ce data journal, vous le voyez, c'est un format où, en fait, les données, elles sont scénarisées autour des KPI qu'on retrouve en haut, et puis des différents axes d'analyse qu'on a énumérés tout à l'heure. Donc, vous voyez ici un slider qui nous permet de limiter les données auxquelles on souhaite accéder. Ici, on a accès à plus de 3 ans d'informations, mais on peut se concentrer uniquement sur une partie. Bon, là, volontairement, on va rester sur la totalité des données et s'intéresser plus particulièrement à nos 6 KPI. Le nombre de sessions, donc 112 580 sur cette période, avec donc les anciens et, comme on a dit, les nouveaux visiteurs, donc les anciens qui se sont déjà présentés, qui ont déjà été enregistrés, qui sont connus, et puis les leads. Alors, avec un petit étiquetage qui nous permet de voir où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif qui est fixé. Donc là, vous voyez, on a 48% de l'objectif parce qu'on a réalisé 2190 leads sur les 4583 qui étaient prévus dans les objectifs. On va retrouver ces objectifs également pour les leads convertis, où là, on voit qu'on est arrivé à convertir 1188 leads par rapport aux 1929 qu'on avait prévu, donc 62% de l'objectif rempli. Donc, si on regarde maintenant en dessous les différentes courbes qui montrent l'évolution de ces KPI sur les 3 ans, à premier coup d'œil, comme ça, à la première vue, on s'aperçoit d'une saisonnalité quand même très très marquée en ce qui concerne le nombre de saisons. Effectivement, on voit ici que sur juillet, août, septembre à chaque fois, on voit qu'il y a des pics d'utilisation. Ça signifie que nos utilisateurs, enfin plutôt les clients se présentent sur le site beaucoup à ces périodes-là, juillet, août, septembre. Par contre, si on regarde ici les creux, à cette période-là, juin, juillet, août, il ne s'agit pas de nouveaux visiteurs, mais vraiment des habitués qui prennent le temps de venir sur les sites à cette période de l'année, qui est peut-être un petit peu moins chargée. Si on s'intéresse maintenant aux leads, comme ça, à première vue d'œil, on peut voir que effectivement les leads ils ne vont pas être générés en juin, juillet, août au moment où il y a beaucoup de sessions, mais plutôt un petit peu après. Ce que l'on constate globalement quand même, c'est une certaine baisse en 2020 avec les creux liés certainement au confinement de mars 2020 à chaque fois. C'est quelque chose qu'on peut regarder un peu plus précisément grâce à un filtre qui nous permet de voir. Par exemple, pour le mois de mars, sur les 3 dernières années, comment chacun des indicateurs ont évolué. Et là, on le voit très clairement, les indicateurs de lead ont vraiment chuté sur le mois de mars. On peut regarder aussi sur le mois d'avril, c'est également le cas. Donc, je vais revenir à l'ensemble de mes données. Voilà, pour passer aux visiteurs, les visiteurs qui se présentent sur les sites qui sont gérés par Krieger. Donc ces visiteurs, c'est très intéressant, comme on l'a dit, de savoir d'où ils viennent, parce qu'il y a beaucoup d'investissements pour les faire venir, donc il faut vraiment vérifier l'efficacité. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des visiteurs qui viennent directement grâce à l'adresse Internet. On voit quand même 17,7%, ça concerne effectivement des utilisateurs qui connaissent les sites. Donc beaucoup d'anciens visiteurs, comme on le voit ici, mais également des nouveaux visiteurs.
On peut s'intéresser également à l'application mobile. Ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant pour le marketing de regarder parce que l'application mobile, ça constitue un investissement assez important. On peut choisir simplement d'utiliser un site web en mode responsive ou créer une application mobile, mais ce n'est pas le même coût parce qu'il va falloir du coup maintenir les deux en parallèle. Donc, est-ce que cette application mobile qui amène 12,7% de visiteurs est intéressante? On voit qu'il y a des habitués qui continuent à l'utiliser et aussi de nouveaux visiteurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller si ça reste intéressant de maintenir cette application. Maintenant, on va s'intéresser aux visiteurs qui sont venus par un moteur de recherche. Alors, s'ils ont réussi à venir par le moteur de recherche, c'est que les sites étaient bien référencés, étaient assez haut placés dans la liste, tout simplement parce qu'on a bien travaillé le référencement naturel ou aussi parce qu'on a investi dans du référencement payant. Alors, est-ce que ça fonctionne? On voit qu'effectivement, il y a pas mal de nouveaux visiteurs donc, qui sont venus par ce biais-là, qui ont réussi à trouver les sites, donc c'est plutôt assez positif. Un autre moyen de faire venir les visiteurs, ce sont les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, etc. Et donc, on constate qu'on a toujours nos habitués qui suivent quand même nos réseaux sociaux. Donc, le contenu qu'on y apporte doit être assez intéressant. Il fait venir également un petit peu de nouveaux visiteurs, peut-être quelque chose qui doit être un petit peu boosté, apporter du contenu plus intéressant, peut-être pour faire venir plus de monde. Enfin, les campagnes publicitaires payantes. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel on investit pour faire venir les visiteurs, pour augmenter le trafic. Et là, ce que l'on constate, et c'est un petit peu déprimant, parce qu'on s'aperçoit que finalement, on paye pour faire venir des visiteurs qu'on connaît déjà, qui sont déjà venus. Donc là, il y a sans doute une petite erreur, un petit ajustement à faire pour ne pas investir dans quelque chose qu'on a déjà, mais plutôt faire venir de nouveaux visiteurs. Alors, ces visiteurs, on va les retrouver avec les courbes grises ici dans le graphe de droite, où ils sont dispatchés selon les différents types de campagnes, de canaux d'acquisition que sont le marketing, digital, design, événementiel et print, que Krager utilise pour chacun de ses clients. Donc, les courbes en gris, ce sont les visiteurs. Les barres représentent toutes les différentes campagnes que Krager a menées pour ses clients. Et ce que l'on peut constater déjà d'emblée, c'est qu'on a un petit creux au niveau du digital, du design et du print pour la période du Covid, pour lesquels on a carrément une absence de données. Donc, on ne pourra pas dire grand-chose à ce niveau-là. Mais globalement, ce que l'on constate, c'est que Krager mène beaucoup de campagnes de type marketing classique. On le voit ici. Événementiel, c'est aussi également important. Ce que l'on constate également, c'est que justement sur cette période 2020 qui a été assez malmenée par le Covid, Krager a mené beaucoup de campagnes, marketing et événementiel, pour finalement ne pas avoir plus de visiteurs qu'avant. Donc ça, c'est un point quand même à retenir. Alors, passons maintenant au lead. Donc, on conserve le même code de couleur, le même code couleur ici. Donc, on voit par exemple que pour le marketing, on a mené beaucoup de campagnes, ça a généré beaucoup de leads, en lead génération, que pour l'événementiel, c'est le webinar qui a bien fonctionné, avec vraiment un gros pourcentage de conversion, plus de 1 sur 2. Et donc, on peut s'intéresser ici un petit peu plus, par exemple, à l'événementiel, justement. Donc, l'événementiel où le webinar est prédominant, les campagnes, les événements webinaires ont été nombreux. On peut regarder plus précisément, justement, quand est-ce qu'ils ont eu lieu. On voit que ça se déroule à des moments très précis de l'année, souvent décembre, janvier, février, et aussi juillet, août. On voit qu'effectivement, on a mené beaucoup d'efforts pendant l'été 2020 et que finalement, ça n'a pas rapporté beaucoup d'utilisateurs, les utilisateurs toujours sur la courbe grise. On peut regarder un autre exemple, par exemple, sur les lives, sur les réseaux sociaux.
donc, qui se déroule aussi à certaines périodes de l'année. Et on va constater, par exemple, les résultats assez intéressants sur les mois de mai et juin, mais les mois de mai en particulier, qui ont amené énormément de visiteurs par rapport au nombre de campagnes menées, donc au nombre d'actions menées. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant de constater qu'en fait, à une certaine période de l'année, au mois de mai, ça fonctionne bien. C'est quelque chose qui est sans doute à renouveler. Il y a du potentiel derrière. Alors, maintenant, le canal d'acquisition, on l'a vu, c'est que le type de campagne, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Parce que c'est souvent un grand nombre d'actions combinées qui vont mener à la conversion. Et on les retrouve ici, représentés par des bulles sur le graphe de droite, avec, vous voyez, l'importance des emailing, par exemple, pour ce genre d'action, l'importance aussi des rendez-vous qui ont eu lieu, etc. Tout ça qui ont amené finalement à la conversion de ces leads. Donc on va revenir maintenant à la totalité des données pour s'intéresser au dernier axe d'analyse qui est celui du chiffre d'affaires. Alors là, au premier coup d'œil, on voit tout de suite qu'en France, c'est là que le chiffre d'affaires a été le plus important, avec une couleur plus marquée. Donc globalement, le chiffre d'affaires s'est réparti sur ces différents types de canal d'acquisition. Donc, il y a eu beaucoup d'actions marketing classique et événementielles, et en troisième position, le digital, qui ont été menées globalement. Si on s'intéresse plus particulièrement à la France, on voit que la France, qui a quand même généré un gros chiffre d'affaires, a quand même beaucoup investi dans le digital. Donc ça, c'est intéressant à noter, d'autant plus que si on regarde la répartition des graphes, on voit que pour un coût presque similaire à l'événementiel, on a pour le digital une recette beaucoup plus importante. Alors si on regarde comment nos voisins européens ont fonctionné, si on regarde par exemple le Portugal, qui n'a pas eu un chiffre d'affaires très important, on s'aperçoit qu'il a le digital en dernière position, qui d'ailleurs lui génère énormément de coûts. On peut regarder également un autre pays comme l'Espagne, qui ne profite pas non plus du digital. Donc ça peut être aussi un indicateur pour ces pays d'essayer d'évoluer un petit peu plus sur ces axes-là. On va s'aider du dernier graphe, celui du dessous, où on va faire apparaître par exemple les 3 campagnes qui rapportent le plus de chiffre d'affaires et celles qui peuvent même coûter, en fait, qui apparaissent en rouge ici, et on s'aperçoit qu'effectivement, pour l'Espagne, qui investit beaucoup dans l'événementiel, elle a des événements, des conférences, des salons professionnels, qui génèrent plutôt des coûts, plutôt que du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est certainement quelque chose aussi à étudier, même si on sait que les conférences et salons professionnels peuvent ne pas apporter directement du chiffre d'affaires, mais contribuer quand même à la notoriété de la marque. Donc voilà, j'en ai fini pour ce tableau de bord. On va faire les conclusions si tu veux, Sylvana, reprendre la main. Sylvana? Oui. Si tu veux remettre le PPT pour revoir ensemble les conclusions, un petit peu ce que l'on a pu voir sur le Data Journal. Donc, on a pu détecter effectivement des événements qui ont eu lieu au cours de ces années, notamment la Covid et ses impacts sur l'activité. On a détecté aussi des leviers d'activation. On a vu, par exemple, qu'il y avait certaines campagnes payantes qui ne ramenaient pas assez de nouveaux visiteurs. On a vu aussi, par exemple, que le digital pouvait peut-être apporter quelque chose s'il était développé un peu plus en Espagne. On a détecté aussi des moments clés pour maximiser les trafics, notamment par rapport aux lives. On l'a vu, les lives sur les réseaux sociaux, ou par exemple qui doivent avoir lieu à des moments spécifiques de l'année. Et on a vu aussi que ça permettait parfois de maîtriser des investissements, ne pas trop investir sur
sur l'événementiel en Espagne, plutôt basculer, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux en mai, etc. Donc voilà, ça apporte quand même pas mal d'informations. Je te repasse la main, Sylvana, j'espère que cela vous a plu. Vous m'entendez? Ça y est, bon? Ça y est, on t'entend. C'est bon. Alors, je reprends donc ce que je viens de dire. Donc, merci Blandine pour cette présentation très claire. Nous allons passer donc à la session questions-réponses. Je regarde dans le chat et je vais sélectionner quelques questions. Alors, on nous demande, dans la présentation, tu as fait le choix de KPI. Quel autre KPI peut-on utiliser? Oui, effectivement, les KPI en marketing, il y en a beaucoup parce que tout simplement, les métiers du marketing, ils sont variés. Les actions qui sont menées, elles ne visent pas toujours la même chose, donc elles ne visent pas toujours non plus une conversion directe. Donc tout va dépendre des objectifs que l'on va avoir. Donc par exemple, on peut prendre l'exemple si on utilise de la publicité payante, comme du Google Ads, etc., pour vraiment faire de l'acquisition, on va s'intéresser effectivement au taux de clic, au taux de transformation, parce qu'on va aussi être facturé par rapport à ça. Ensuite, si on veut augmenter le trafic, comme c'était notre cas ici, on va s'intéresser au nombre de sessions, au nombre de visiteurs, aux sources de trafic. Et puis, si on s'intéresse par exemple à notre image, à la satisfaction client, on va s'intéresser au NPS. Si on s'intéresse aux emails, si on travaille avec des emails, on va s'intéresser à des taux d'ouverture, au taux de délivrabilité même, et de spam. Donc, vraiment, ça va dépendre. Par exemple, pour les réseaux sociaux, on peut aussi s'intéresser au nombre de fans, au taux d'engagement qu'ils ont. Donc, vous voyez, là, c'est vrai qu'on considérait quelque chose, des activités marketing très vastes. Maintenant, par rapport aux objectifs précis du marketeur, il va falloir en sélectionner en particulier. Merci Blandine. Alors, prochaine question, on nous demande également quelle est la durée pour déployer ce type de projet? Alors, ce type de projet, en général, chez Midral, on va les réaliser sur quelque chose comme 5 jours. Donc, on a des outils, Nime et Tableau, qui sont assez simples d'utilisation. Comme on l'a vu, il n'y a pas de développement. Donc, c'est simplement du cliquer-déposer. Et donc, ces outils sont faciles aussi à prendre en main, même pour le client. D'accord, merci. Alors, les solutions présentées sont-elles faciles à prendre en main, notamment Nime? Du coup, je viens déjà d'y répondre. Effectivement, ouais. C'est relativement facile à prendre en main. On travaille avec des nœuds, des flux. Chaque action est détaillée, donc on peut mettre beaucoup de commentaires. Donc voilà, c'est très facile d'utilisation. D'accord. Je vais encore, il nous reste un peu de temps, mais je vais prendre encore une question. Comment les workflows peuvent-ils être automatisés? Alors ça concerne Nime, on va peut-être demander à Kylian. Kylian, there is one question about how can workflows be automated? Maybe you can answer that question? Absolutely, happy to take that question. The easiest way to automate workflows or schedule workflows is on the Nime server. So once you created a workflow in the Nime Analytics platform, you can simply deploy it via drag and drop, and then you can execute the workflow and you can define a schedule, for example, that the workflow should be executed every Sunday night or every hour or every 5 minutes according to your schedule. D'accord, je vais juste traduire. Donc, le plus facile pour automatiser, donc c'est sous Nime Server. Donc, il est possible de déployer, d'utiliser la technique de drag and drop, glisser-déposer, de scheduler, de programmer toutes les heures. Il est possible en tout cas de fixer un timing de votre choix. Voilà. Thank you, Kylian, for the answer. Et peut-être une dernière question, Blandine. On nous demande qu'est-ce que Tableau et Nime peuvent apporter, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à Google Analytics?
Alors effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Sur Google Analytics, vous allez pouvoir retrouver effectivement quelques graphiques déjà préconçus qui vous permettent de suivre vos activités sur online. Pardon. Mais là, l'intérêt que l'on a par exemple avec Naim et Tableau, c'est qu'on va pouvoir prendre des données de différentes sources et les combiner et créer des graphiques, du coup, personnalisés qui vont refléter toutes ces informations. Donc, Merci. permettre de réconcilier le parcours client, ça c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Merci pour ta réponse. Alors, nous avons d'autres questions, bien sûr. Nous reviendrons vers vous en one-to-one pour y répondre de manière plus personnalisée. Et bien sûr, on a des questions également sur le replay, le recording. Il vous sera bien entendu envoyé. Voilà, c'en est fini pour cette session de questions-réponses. Je vous invite à retrouver des idées ou des tutoriels sur notre blog, notamment sur Naim ou Tableau, et en relation avec les thématiques de data préparation, de tableau de bord ou encore de data journal. Nous avons aussi des cas d'usage ou des témoignages clients. Et n'hésitez pas donc à combiner ce webinaire avec nos autres ressources. Alors, merci pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de démo, de questions aussi sur cette thématique. Vous voyez ici le contact. Et vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn et Twitter, ou bien sur le groupe, un groupe Midral, pour suivre notre actualité et échanger ensemble et discuter des différentes thématiques autour de la data. Alors, je vous remercie. Merci, Blandine. Thank you, Kylian, for your participation. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, au revoir. Thank you. Très bonne journée. Au revoir.